Gilles Rakoudvao, ministre auprès de la présidence chargée de l'agriculture et de l'élevage, a été nommé sénateur de Madagascar par le président de la République. Il remplace à ce poste le sénateur Hamad qui a été élu à la tête de la Confédération africaine de football. En dehors de la Cisco Antananarivo ainsi que de Tuamasn 1 et 2, dont la cessation des cours est toujours d'actualité à cause de la peste, cette semaine, des établissements scolaires se trouvant en dehors de ces circonscriptions ont pu rouvrir leurs portes. Le Portugal a entamé aujourd'hui un deuil national. Les incendies ont fait 36 morts, bilan qui pourrait encore s'alourdir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, Gilles Rakoudvao, ministre auprès de la présidence chargée de l'agriculture et de l'élevage, a été nommé sénateur de Madagascar par le président de la République. Il remplace à ce poste le sénateur Hamad qui a été élu à la tête de la Confédération africaine de football. Aussi, Arsène Edmond Randy-Arman remplace Gilles Rakoudvao à la tête du ministère auprès de la présidence chargée de l'élevage et de l'agriculture. Après avoir été ministre auprès de la présidence chargée de l'aménagement du territoire et des projets présidentiels et ministre auprès de la présidence chargée de l'agriculture et de l'élevage, Gilles Rakoudvao, alors président du HVM, est devenu sénateur de Madagascar. Quel est le but de ce toilettage politique avant l'organisation de l'élection présidentielle l'année prochaine? Le régime actuel voudrait-il la Chambre haute? Il est à rappeler que le président du Sénat assume les fonctions de chef de l'État au cas où le président de la République se porte candidat à l'élection présidentielle. Un élément de plus ne serait pas de trop pour verrouiller cette Chambre. Mais également dans l'actualité de ce jour, la deuxième session ordinaire du Parlement s'ouvre ce mardi 17 octobre 2017. Outre l'adoption de la loi des finances 2018, les députés et les sénateurs devront aussi se pencher à l'examen et à l'adoption d'une vingtaine de projets de loi dans les textes qui devront encadrer les prochaines élections. La session durera 60 jours. Reportage de Ange Raarson. Comme à son habitude, c'est avec une heure de retard que cette session a démarré. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé qu'hormis l'adoption de la loi de finances 2018, 14 projets de loi et 2 propositions en attente d'adoption devront également être examinés. Durant cette session, nous allons procéder à l'examination et l'adoption de la loi de finances de 2018. Nous aurons également d'autres sujets abordés que nous verrons plus tard. Nous verrons également 2 projets de loi qui n'ont pas encore été traités durant la première session et 14 autres propositions relatives à la condition générale de la population. Il a également été annoncé en citant 3 exemples concrets que le gouvernement fait, ce pourquoi il est là. Nous constatons que le gouvernement fait son travail. Il ne faut pas se borner à parler des problèmes pour corroborer ses propos. On peut citer par exemple en premier lieu l'extension de l'aéroport d'Ivato et de Nousbé, ensuite l'achèvement du bureau de cadastre minier à Ivato et finalement, suivant le dernier rapport de la FMI, du 7 au 21 septembre, l'économie malgache se relève. Ainsi, le PIB est monté à 4,1%. Malgré les séquelles des cyclones, de la sécheresse, de l'insuffisance d'électricité, et cela devrait continuer dans ce sens pour atteindre un taux de 5,1% en 2018. En ce qui concerne le projet de rectification de la Constitution, le Premier ministre est resté évasif. Il s'est contenté de laisser entendre que cette décision relevait de l'avis des membres du Parlement.
Le président a déjà annoncé qu'il serait mieux de faire un débat public à ce propos. Il ne force pas les choses, mais se contente, en tant que garant de l'unité nationale à Madagascar, de tirer la sonnette d'alarme sur les problèmes que pourraient engendrer certains points de la Constitution actuellement en vigueur. À chacun de voir si cela est utile ou pas. Les membres de l'Assemblée nationale ont le devoir d'étudier si une révision constitutionnelle est bénéfique ou pas pour le peuple malgache. Il ne s'agit aucunement d'une envie de prolonger le mandat présidentiel. Pourtant, la Constitution mentionne clairement que la deuxième session doit porter uniquement sur l'adoption de la loi de finances. Les membres de l'Assemblée nationale seraient-ils donc au-dessus des lois? Cette session parlementaire semble prendre l'allure d'une mascarade où le rôle de chacun est de sauver leurs propres intérêts au détriment du peuple et du respect des lois en vigueur. Et si les greffiers ont décidé de reprendre le travail depuis hier pour le SMM, la lutte continue. Aujourd'hui a eu lieu une rencontre entre les représentants du ministère de la Justice et ceux du SMM. Leur objectif, trouver un terrain d'entente qui permettra de répondre à la réclamation de ces derniers. Reportage de Miant Randianev. Après plusieurs tentatives avortées, ce matin, le syndicat des magistrats de Madagascar et le ministère de la Justice vont se concerter une fois de plus pour tenter de trouver une solution satisfaisante aux requêtes du SMM, une concertation qui devrait apparemment durer plusieurs jours. Ce que nous attendons de cette rencontre, c'est l'application effective des réclamations émises par le SMM. Les paroles ne suffisent pas, nous revendiquons un document signé par un responsable car il est ici question de la modification de certains textes. Ainsi, nous réclamons que ce projet de loi soit examiné au niveau des entités compétentes. Nous attendons donc de voir l'aboutissement de cette concertation avant d'organiser une assemblée générale qui permettra de discuter de la suite des événements. Le SMM attend des résultats positifs de cette réunion. Dans le cas contraire, leur grève risque de s'intensifier. Rappelons que si dans les autres provinces, les magistrats sont tous en grève et ne proposent aucun service minimum, à Antananarivo, seule une partie d'entre eux ont cessé le travail. Et actualité sociale, l'éducation à Madagascar doit faire l'objet d'une révolution. Si l'on veut obtenir des résultats probants, soutient un enseignant, la méthode d'apprentissage doit être revue et changée en profondeur. Reportage de Muramanch. On n'est pas sans savoir que l'éducation constitue la clé de voûte du développement, surtout si l'on regarde sur le long terme. Une population bien éduquée, donc respectueuse des lois en vigueur, peut sortir le pays de la situation de pauvreté dans laquelle le pays s'est enlisé. D'après un enseignant, l'éducation à Madagascar rencontre de nombreuses difficultés, si l'on ne cite que la durée de l'année scolaire, les heures de travail, les matières. Le système de l'éducation malgache ne correspond pas à la réalité et aux besoins tant sur le plan national qu'international. Commencer les cours à 7h30 jusqu'à midi ou 13h, ce n'est plus adapté pour le pays, notamment pour les enfants. Même nous les grands, nous ne supportons pas cela. Ce rythme scolaire doit être changé. En outre, il faut également adapter les cours théoriques et les cours pratiques. Durée peut être divisée en deux. Les enfants pourraient travailler 3h30 le matin et 2h l'après-midi. Normalement, le matin, quand les enfants sont encore frais, on fait les cours théoriques, mais l'après-midi, il faut faire des pratiques pour que les enfants aient envie de travailler. Les cours théoriques accaparent plus de temps que les cours pratiques, un système révolu, égard à l'évolution de l'éducation, qui est plus axé par le monde du travail. Il appartient aux acteurs de l'éducation ainsi que les acteurs du travail de déterminer quelle éducation appliquer pour le pays en fonction de l'objectif du développement. Et en dehors du Cisco d'Antananarivo ville ainsi que de ceux de Tuamas 1 et 2, dans la cessation des cours est toujours d'actualité à cause de la peste. Cette semaine, des établissements scolaires se trouvant en dehors de ces circonscriptions ont pu rouvrir leurs portes. Reportage. Outre ces zones dites cibles, certaines écoles ont obtenu l'autorisation de reprendre leurs activités à condition que les responsables restent vigilants et prennent les mesures adéquates pour assurer la sécurité de leurs étudiants et enseignants.
Néanmoins, les dirigeants affirment que jusqu'ici, cet arrêt ne semble pas avoir de répercussions sur le programme scolaire. Les Cisco d'Antananarivo et des environs ainsi que celles de Tamatave et des Alpes de Fénérivest n'auront toujours pas cours cette semaine. Par contre, en ce qui concerne les établissements scolaires qui ne se trouvent pas dans les zones citées dans la liste émise par le ministère, plusieurs ont déjà repris cours mais doivent tout de même respecter certaines mesures de prévention. Ceci dit, pour l'instant, cette situation n'a aucun impact sur le programme scolaire. Pour les Fuktan comme ceux d'Antane et Tiati, Medambuimana, qu'ils soient publics ou privés, aucun des établissements scolaires n'est encore autorisé à reprendre les cours. À ce que j'ai pu voir, à ce jour, aucun des établissements privés de cette zone n'a repris les cours. En tant que chef du Fuktan, j'ai pu constater que les élèves ne sont toujours pas retournés en classe et les portes des écoles restent encore fermées. Aujourd'hui, les chefs des Fuktan de la ville d'Antananarivo ont eu droit à un renforcement de la procédure à suivre pour lutter contre la peste. Chacun d'entre eux doit prendre leurs responsabilités face à cette situation. Il s'agit en fait d'organiser une campagne de lutte contre la peste. Nous voulons faire en sorte que les habitants collaborent avec les responsables dans la lutte contre cette épidémie. Au niveau du Fuktan, nous avons posé plusieurs affiches pour informer la population de la démarche à suivre dans les cas d'état de santé suspect. Nous avons également pris l'initiative d'effectuer un grand nettoyage et encourageant la population à respecter la propreté. Toujours à cause de la propagation de l'épidémie de la peste, la deuxième assise de la coopération internationale des collectivités malagasy et françaises qui était prévue se tenir à Antananarivo du 24 au 26 octobre, ainsi que tous les examens officiels de l'université d'Antananarivo seront reportés à une date ultérieure. Et avant de passer aux actualités internationales, le conflit foncier d'une superficie de 49 hectares touchant plus d'une centaine de familles de Miandanajin, en PEF, passera devant le tribunal à 2 reprises ce mois-ci. Le premier aura lieu demain et le second le 24 octobre prochain. Face à cela, le CRADOI et le collectif Tarn a publié un communiqué conjoint, un communiqué qui appelle à la libération immédiate et sans condition des 4 individus jetés en prison et son respect des droits de l'homme dans le cadre de cette affaire. Ces organisations de la société civile lancent un appel à ce que les forces de l'ordre ne soient plus utilisées comme étant des forces de répression. En tout cas, ces organisations de la société civile attendent à ce que le procès qui aura lieu demain et le 24 octobre prochain, tout comme l'affaire d'exploitation aurifère illicite à Mananzar, se déroulera dans le total respect des droits de l'homme et des lois en vigueur. Et place aux actualités internationales, une défaite majeure pour l'organisation de l'État islamique. La ville de Raqqa est désormais sous contrôle des forces démocratiques syriennes. Reportage de France 24. Ces soldats des forces démocratiques syriennes ont ratissé la ville, éliminant une à une les ultimes positions de l'organisation État islamique. Les derniers djihadistes s'étaient retranchés dans cet hôpital et dans le stade municipal. L'alliance anti-djihadiste soutenue par Washington a annoncé ce mardi avoir désormais le contrôle total de Raqqa après plus de 4 mois d'intenses combats. Selon les forces démocratiques syriennes, la plupart des djihadistes se sont rendus. Les djihadistes syriens ont pu fuir, mais la coalition internationale assure que les membres étrangers de l'organisation de l'État islamique ne seraient pas autorisés à partir pour éviter qu'ils ne regagnent leur pays d'origine. Avec la chute de Raqqa, c'est un nouveau revers de taille pour cette organisation. Le groupe djihadiste ne cesse de perdre du terrain en Syrie et en Irak voisin, après de multiples offensives pour les déloger des régions conquises depuis 2014. Prise en étau autour de la frontière entre les deux pays, l'organisation est notamment acculée dans la province de Deir ez-Zor, d'un côté par les forces du régime de Bachar al-Assad et de l'autre par les forces démocratiques syriennes. Le Portugal a entamé aujourd'hui un deuil national. Les incendies ont fait 36 morts, bilan qui pourrait encore s'alourdir. France 24. Une deuxième nuit cauchemardesque pour le Portugal. Sur les 700 départs de feu depuis dimanche, une cinquantaine sont encore actifs, dont 16 particulièrement violents. 3600 pompiers ont combattu le feu toute la nuit.
aidé par des habitants, parfois équipés de simples tuyaux d'arrosage. Sur son passage, le feu a tout dévasté. Dans son village défiguré, cet habitant éteint les dernières braises. Tout s'est passé en 45 minutes. Cela a commencé en bas du village et s'est propagé à une vitesse incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Vraiment, c'était une ambiance de fin du monde. Au Portugal, le bilan est pour l'instant de 36 morts et 63 blessés. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Des incendies d'une rare violence, dus à la sécheresse, des températures élevées et des vents forts, causés par le passage de l'ouragan Ophelia. Également touché la Galice en Espagne. Les conditions climatiques identiques ont aussi provoqué de nombreux incendies. Ce matin, 15 sont toujours actifs. Sur cette route, 2 femmes ont perdu la vie, piégées dans leur voiture. Elles ont été retrouvées par des rescapés. On a vu cette voiture. Quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte sans y arriver. On était tous choqués, on ne savait pas s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Alors on a appelé la police et ils ont trouvé 2 personnes mortes à l'intérieur. Au total, les incendies ont fait 3 morts en Espagne. Selon les autorités, ils seraient d'origine volontaire. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Rivo Rakudvo, ministre auprès de la présidence chargé de l'agriculture et de l'élevage, a été nommé sénateur de Madagascar par le président de la République. Il remplace à ce poste le sénateur Ahmad qui a été élu à la tête de la Confédération africaine de football. Aussi, Arsène Edmond Randy Armanan remplace Rivo Rakudvo à la tête du ministère auprès de la présidence chargée de l'élevage et de l'agriculture. Et en dehors du Cisco d'Antananarivo-Ville ainsi que de ceux de Tuamasna 1 et 2, dans l'association des cours est toujours d'actualité à cause de la peste cette semaine. Des établissements scolaires se trouvant en dehors de ces 2 circonscriptions ont pu rouvrir leurs portes. Et le Portugal a entamé aujourd'hui un deuil national. Les incendies ont fait 36 morts, bilan qui pourrait encore s'alourdir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.